il y a des jours, évidemment, où l'actualité, c'est au-delà de dramatique. L'actualité, elle est dégueulasse. Comment dire autre chose? On va parler de Liana, l'autopsie de la jeune Liana. On s'interrogeait d'ailleurs pourquoi cette autopsie, on tardait. Je posais la question, je crois, hier. Et on a eu les résultats ces dernières heures. Je ne sais même pas si on a envie d'entendre ça. On n'a pas envie d'ailleurs d'entendre ça. Et en même temps, on en parle parce que c'est une information. Alors, une partie des résultats qui ont fuité, puisqu'on attend quand même de connaître les causes exactes de sa mort. Ça n'est pas encore connu. Ce que l'on a appris, c'est que oui, ce qu'on craignait est arrivé. On le sait dorénavant que Liana a été violée, preuve en est, puisqu'il y a des traces biologiques qui ont été retrouvées dans les parties intimes de cette petite fille, des traces d'ADN qui seraient celles de Jérôme Barella. On apprend aussi, d'après nos confrères d'RTL, que cette petite fille aurait été bâillonnée, chevilles et mains entravées. Donc, on s'aperçoit de plus en plus de la violence qu'a subie cette petite fille et qu'on craignait tous de découvrir. Et voilà, les preuves vont dans ce sens-là. Comment les parents, on peut avoir une pensée pour les parents, comment peut-on vivre? Que dire après cela? Comment peut-on avoir ces informations-là? Le médecin, on était avec un médecin légiste sur l'antenne qui a parlé de ce qu'est une autopsie et des conclusions qu'elle peut apporter. Pour une première partie, il y a dû y avoir des constatations qu'on appelle macroscopiques, c'est-à-dire à l'observation à l'œil nu. Il y avait sans doute une suspicion importante qu'il y a eu une agression sexuelle. Et puis, il y a eu des prélèvements qui ont été faits, des prélèvements locaux, qui ont permis de confirmer, d'apporter la présence de l'ADN. Si vous voyez une lésion au niveau des organes génitaux, vous pouvez penser qu'il y a eu un traumatisme, une pénétration, mais c'est important aussi de retrouver l'ADN. Donc je comprends la prudence qui a été de ne divulguer ces résultats que lorsqu'il y avait à la fois des éléments observables de façon externe, macroscopique, et de l'ADN qui confirmait, par exemple. Il y a un communiqué de presse des parents qui, face au pire pouvant arriver à une enfant et à des parents, leur colère n'a d'égal que leur dégoût. C'est maître François Roujoux de Boubé qui a communiqué. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire parce qu'il n'y a rien à dire. Ça m'évoque, vous savez quoi? Ça m'évoque Guy Fourniret, qui procédait de la même manière. Oui. Michel, pardon. Oui. Qui procédait de la même manière, avec des liens, avec un bâillon à la bouche, et qui prenait la virginité des petites filles. Donc on a peut-être affaire, on verra, à un violeur en série. C'est tout à fait possible, puisqu'on en découvre à chaque fois des plaintes. Mais oui, c'est abominable. On attend les résultats de savoir quelles sont les causes, finalement, de la mort. Et ça, c'est uniquement l'autopsie anapathe, c'est-à-dire les organes qui seront examinés. C'est quoi l'autopsie, vous dites? Anatomopathologique, c'est-à-dire, on appelle ça dans le langage anapathe, pour faire plus simple. En fait, c'est un examen très fin de chaque organe qui permet de déterminer les causes de la mort. André Valigny disait, pendant qu'on entendait le médecin légiste, peut-être les parents on ne devrait pas donner ces informations. Je pense qu'on ne devrait pas donner ça. Oui, Alors, vraiment, c'est très personnel, mais c'est un droit qui est important pour les parents, parce que vous savez que lorsqu'il y a un décès comme ça, une mort violente, une enquête, ils n'ont comme dernière image que la dernière image de leur enfant vu. Ils ne peuvent plus approcher le corps après, ils ne peuvent plus dire un dernier au revoir. Les cercueils sont scellés, donc il y a déjà une rupture qui se fait, qui est tellement brutale. Il faut quand même leur laisser la possibilité d'avoir une information sur ce qu'a pu subir, mais ce qu'a pu vivre leurs enfants dans les derniers instants. Le mal existe. Non, moi, je ne sais pas si nous, on devrait en parler, en fait. Enfin, Mais non, mais vous... Non, mais Serge, je vois ce bandeau, Liana viol, je me dis... sa famille, on regarde la télévision en ce moment, bref. Je trouve que c'est tellement horrible, glauque, que je suis gênée d'en parler. En fait. Mais ça permet aussi d'incriminer davantage et d'avoir plus d'éléments sur Jérôme Barella. Ça, c'est très important. Il y a deux choses. Il y a le fait que, déjà, c'est insupportable la mort d'un enfant, et que la mort d'un proche, en général, on se console en se disant il est parti bien, il n'a pas souffert. Là, c'est très précisément exactement l'inverse. Et c'est insupportable. C'est insupportable. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron, hier soir, qui était sur France Télévisions et qui est d'abord revenu sur le déroulement de l'affaire. Et évidemment, il ne voulait pas juger, si j'ose dire, les dysfonctionnements.
Mais évidemment qu'il y a eu des choses, je l'ai dit dès le premier jour, qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien faites. Maintenant, il y a un travail d'inspection qui a été demandé. Il sera rendu le 22 juin. Je ne vais pas, moi, le préempter et commencer à désigner tel ou tel coupable. On n'a pas envie de polémiquer ce matin. Non. Monsieur Chenu a pris la parole également et il a pointé la responsabilité. Alors lui, il a polémiqué. Il a pointé la responsabilité de la justice et il a ciblé Éric Dupond-Moretti. L'ancien ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, disait la chose suivante hier. Au sujet du RN, ils ont le chic pour se servir du cadavre d'une petite fille comme d'un marchepied. Monsieur Dupond-Moretti a été ministre de la Justice. Il a une grande part de responsabilité dans l'effondrement du système judiciaire. Lui, sa politique, c'était l'incitation au classement sans suite. Donc en fait, Éric Dupond-Moretti devrait vraiment se faire tout petit. Je sais que pour lui, c'est pas facile. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit ? Est-ce que son analyse est juste ? À qui ? Est-ce que ce que dit Chenu est... Ce que je veux dire, c'est que Dupond-Moretti aurait pu éviter de dire ce qu'il a dit. On ne polémique pas, même avec le Rassemblement national, sur une affaire aussi grave et dramatique. Quant à Chenu, il a tort, parce que Dupond-Moretti, et ça tout le monde doit le reconnaître, a obtenu des augmentations considérables du budget de la justice. Donc s'il y a eu des défaillances dans la procédure, ce n'est pas Dupond-Moretti qu'on est responsable, ce sont les magistrats, l'enquête le dira. Mais pour ce qui est des moyens de la justice, Dupond-Moretti, je pense que tu seras d'accord avec moi, a obtenu des augmentations sans précédent du budget de la justice. Mais je répète qu'il aurait pu éviter cette phrase polémique. Mon cher, à quoi sert-il d'augmenter le budget de la justice si dans le même temps on dévitalise la sanction, le procès pénal, etc. À quoi ça sert ? La justice répressive, elle est là pour dissuader et pour punir. Or, force est de constater que tant sous Mme Belloubet que sous Dupond-Moretti, on s'est évertué à affaiblir la répression. Voilà. Mais là où je trouve que là où André a raison, c'est que l'obsession chez Dupond-Moretti du RN lui fait dire des choses indécentes dans un moment où il n'aurait pas dû prendre la parole. Et André a raison. Alors, on va écouter Emmanuel Macron une deuxième fois, qui parle évidemment des violences faites aux enfants, et ce qu'on est en train de découvrir tous. Et chaque jour, un témoignage supplémentaire arrive. Donc écoutez le président de la République qui était sur France 2 hier. Mais il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés, qui ont été incarcérés, et qui avant étaient des histoires complètement tues, parce que dès 2018, on change le délai de prescription. Et donc il y a un travail continu qui a été fait ces dernières années. Et oui, nos sociétés vivent dans une violence avec des situations inacceptables. Et oui, quand on lève ce couvercle avec des situations qui ont été ces dernières années vécues, on vit tous devant un sentiment de révolte face à ce qui peut être fait, parce que toucher un enfant, c'est la pire des choses. Et oui, on se dit à chaque fois, c'est impossible qu'on ne l'ait pas vu. Et donc, ne jamais s'habituer. Mais au fond, c'est ça ce que je veux dire. On ne doit jamais s'habituer. On doit toujours s'indigner. Mais cette indignation ne doit pas signifier l'impuissance, et elle ne doit pas signifier la vindicte. Eugénie Bastier, quand on lève le couvercle, il voulait dire quand on ouvre le capot ? Oui, j'ai l'impression que vous l'inspirez, Pascal. Non, mais on voit qu'il a changé de discours quand même par rapport à au premier jour. Il a dit on ne répond pas par des cris, à un drame par des cris. Et là, il nous dit qu'il faut s'indigner. Bien sûr, mais c'est tout Emmanuel Macron. Là, on est dans un en même temps, effectivement. C'est pas un en même temps. Je pense qu'il a compris que sa parole avait choqué, elle était maladroite, parce que cette espèce de... Il avait dit aussi, ceux qui brainwash, font du brainwashing sur les faits divers. Cette parole aussi avait été jugée très blessante. Et j'ai l'impression qu'il essaie de corriger le tir en disant oui, l'indignation est bonne, tout en ayant un raisonnement un peu tortueux. On a du mal à voir exactement ce qu'il veut dire. Personne n'est dans la vindicte, personne ne dit il faut lyncher tel ou tel magistrat. Les gens veulent des réponses, ils veulent effectivement qu'on pointe des dysfonctionnements, et ils veulent aussi qu'il y ait effectivement une prise de responsabilité, qu'il y ait des gens qui à la fin payent aussi pour ce qu'ils ont fait. Que ce soit le coupable évidemment, mais aussi ceux qui ont permis ce dysfonctionnement majeur de la justice. Il ne faut pas que ces gens-là s'en sortent. Et ça, je crois que c'est important de le dire. Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Il ne faut pas polémiquer, évidemment, ce matin. Mais il est intelligent, Emmanuel Macron. Donc il a vu les réactions. Mais il ne sait que ce qu'il a appris. Mais en réaction première, il n'a pas d'empathie. Donc il ne comprend pas. Et après, comme il est intelligent, il prend les informations et il s'adapte. Mais sa première réaction, je ne veux pas dire qu'elle est toujours mauvaise, mais elle est toujours à côté.
puisqu'il n'a pas, il n'est pas fait comme les autres hommes. L'intelligence du il cœur. Il n'est pas fait du même bois. Donc il est a à du mal côté. à saisir ces faits de société, de violence, à l'égard, on se souvient avec l'affaire Crépol, etc. Il a du mal à les appréhender à sa juste mesure. Et puis en plus, il se donne ce rôle de fin de mandat où effectivement il est très sur les enjeux internationaux, sur l'intelligence artificielle, sur l'économie, sur la projection de la France dans le futur, sur la défense, ces grands enjeux qui sont majeurs. Et on a l'impression qu'il se détache de mais il n'y peut rien. Mais il n'y peut rien. Il n'y peut rien. Ils sont plus à l'aise là-dedans, en tout cas. Il n'y peut rien. C'est un cérébral pur, il n'y peut rien. Il n'a pas cette perception. Il n'y peut rien. Oui, sauf quand le petit Naël est mort. Mais non, là, c'est l'intelligence. Il y a un biais idéologique. Là. Oui, c'est l'intelligence qui parle. C'est un biais idéologique. Oui, vous avez raison. Je me souviens très bien quand il a dit c'est inexcusable. Alors, on avait dit qu'on polémiquerait pas. Il ne faut pas polémiquer. Mais il y a trop de mots. Il y a trop de mots, en fait. C'est-à-dire trop de paroles. Et qui viennent trop tard, surtout. Bon, le dossier de la pédocriminalité qu'on découvre, qui est absolument effrayant, puisque les parents, ils ont appris hier qu'une personne qui s'appelle Edgar, 44 ans, a été recrutée le 28 avril 2025, l'année dernière, par la direction des affaires scolaires de la ville de Paris comme animateur périscolaire. Donc il a travaillé dans plusieurs établissements parisiens, et 9 enfants l'accuse aujourd'hui de faits à caractère sexuel. Visiblement, d'ailleurs, il est emprisonné. Mais son propre fils avait porté plainte contre lui. Une plainte avait été déposée le 18 mars 2024. Aujourd'hui, âgé de 18 ans, le jeune homme accuse son père de violences habituelles depuis l'âge de 4 ans, d'agression sexuelle entre 6 et 10 ans et d'une tentative de viol incestueux à l'âge de 7 ans. Donc voilà une personne qui est recrutée en 2025 avec des accusations aussi graves. Mais comment est-ce possible, en fait? Et les maires n'ont pas accès, David Lisnard le disait hier, et on en a parlé, donc c'est aussi un truc qu'il faudrait sans doute changer. Toute urgence, oui. Mais c'est ça qu'on attend de ceux qui nous gouvernent. C'est précisément de réformer l'administration et de mettre en place des solutions de ce type. D'autant que les maires le demandent depuis longtemps. Moi, j'ai appris ça, là aussi, quand on lève le couvercle. Comme dirait Emmanuel Macron. Mais en fait, quand on ouvre le capot, c'est-à-dire que les maires demandent ça depuis, et ça va changer de ce fait. Ils demandent d'avoir accès aux fameux fichiers qui existent là depuis plusieurs années. Et ils n'y ont pas accès. Donc ils ne peuvent pas savoir qui ils recrutent. Enfin, on marche sur la tête. Il faut le rendre public, ce fichier. Ah oui. On peut avoir des opinions divergentes. Ça s'est fait aux États-Unis. En 1994, la loi Megan, au nom de cette petite fille. Aujourd'hui, tous les Américains peuvent accéder sur un site à savoir où se trouve le pédophile, à quelle adresse, quel est son visage. Enfin, les parents, Alors, est-ce qu'on va dans un système comme celui-ci, de transparence totale? Moi, j'avoue que j'y suis plutôt favorable. D'ailleurs, il y a eu un sondage qui a montré que 76% des Français veulent que ce fichier soit rendu public. Moi, j'ai besoin de savoir si je suis père d'un petit enfant qui va à l'école ou une maman d'une petite fille, si mon voisin est un pédophile ou pas. Je dois prendre condamné, qui plus est. Là, le FIGES, ce sont les personnes qui ont été condamnées, donc reconnues coupables. André Vanini. Moi, je suis en opposition avec Georges sur ce sujet. Je pense qu'il faut que les maires et les directeurs d'établissements scolaires aient accès à ce fichier. Les maires qui s'occupent du périscolaire, qui recrutent des animateurs, les directeurs d'établissements aussi, mais pas toute la population. Pourquoi ? Ça pourrait créer des phénomènes de lynchage. Vous allez déclencher des lynchages, des vindictes populaires, des mises à l'index dans les quartiers, dans les villes, dans les villages. Il n'y a pas eu ça aux États-Unis. Les États-Unis ne sont pas un modèle pour moi, notamment dans ce domaine. Par contre, les maires, je le répète, et les directeurs d'établissements scolaires, oui. Il faut savoir où se trouve. Rachel Kahn. Il faut savoir où se trouve la transparence dans notre société. Parce qu'on ne peut pas demander en fait, à une société d'être de plus en plus transparente sur certaines choses, de plus en plus normée sur certaines choses, et que de l'autre côté, dans la bureaucratie, on protège finalement aussi les personnes qui ont été condamnées. Alors écoutez Mathieu Devez, donc sur le cas de Edgar H. Il s'agit d'un homme de 44 ans. Il s'appelle Edgar, il est camerounais et il a été recruté il y a plus d'1 an par la mairie de Paris comme animateur du périscolaire. Ça, c'était le 28 avril 2025. Et pourtant,
il faisait déjà l'objet d'une plainte depuis plus d'1 an avant son embauche, une plainte déposée par son fils. C'était en mars 2024 pour violences sexuelles, agressions sexuelles et tentatives de viol quand il était enfant. On sait également que l'animateur était connu de la justice pour des infractions liées aux stupéfiants et pour violence. Alors concernant son embauche à la mairie de Paris en 2025, il explique qu'on lui a demandé s'il avait déjà travaillé avec des enfants. Sa réponse, non, mais j'en ai. Je m'occupe des enfants de mes amis, je suis capable donc de remplir ce rôle. J'ai contacté la mairie n'était pas au courant de cette plainte déposée. Pour avoir connaissance des plaintes qui n'ont pas conduit à un jugement et à une condamnation, il faudrait que la ville de Paris puisse avoir accès au traitement d'antécédents judiciaires. De quoi s'agit-il? Un fichier de police judiciaire consultable uniquement par des agents de police et de justice. Alors aujourd'hui, Edgar est l'un des 2 animateurs mis en examen dans l'affaire de l'école Saint-Dominique, école maternelle située dans le 7e arrondissement de la capitale. Il a été mis en examen pour agression sexuelle sur 7 enfants et exhibition sexuelle sur 2 autres enfants. Écoutez justement quelques parents qui ont été interrogés tout proche de cette école maternelle du 7e arrondissement. Ils sont là à blablater chacun dans leur coin, chacun avec leur feuille de communication avec un planning bien défini, mais personne ne se regroupe pour apporter des mesures concrètes qu'on peut mettre en place demain. Quand on a une accusation d'inceste en plus sur un enfant, il faut faire circuler l'information, notamment aux employeurs, pour faire en sorte que cette personne soit retirée de manière conservatoire du contact des enfants. Si ça ne vient pas d'en haut, ça viendra d'en bas. Si la justice ne vient pas d'en haut, elle viendra d'en bas. Mais il y a un moment où ça va tomber. Et il ne faut pas énerver les parents. Je suis abasourdie par la manière dont c'est géré. Quand je découvre encore hier des affaires où des personnes accusées d'agression sexuelle sur plusieurs enfants sont relaxées, c'est un très mauvais signe. Il va falloir que les condamnations soient à la hauteur de la gravité des actes. Et faut-il rendre ce fichier public? Eh bien, ça vous étonnera peut-être, mais Marine Le Pen est d'accord avec vous. Écoutons-la. Oui, j'ai vu ça hier. Avec qui? Avec moi. Ah. Je crois que c'est une américanisation qui n'est probablement pas utile. En revanche, il y a très certainement un niveau de connaissance, notamment des employeurs, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés, à mettre en place, qui pour l'instant n'a pas l'efficacité qu'on pourrait en attendre. Grand rapprochement d'André Vallini. Donc vous avez 2 candidats, François Hollande et Marine Le Pen. Si Marine Le Pen dit qu'il fait jour à midi, je ne veux pas dire qu'il fait nuit. Il se trouve que sur ce sujet, elle parle juste. Voilà. Oui. Il y a des employeurs qui ont le droit de savoir, quoi. Il y a des familles qui ont peut-être sur leur palier un prédateur sexuel qui est dans des fichiers et elles ne le savent pas. Ça vous choque pas, ça? J'entends ce que vous dites, en tout cas. Mais J'entends cet argument. En fait, c'est toujours pareil. Pourquoi que les employeurs? Pourquoi pas les parents? J'entends l'argument d'André. Ouais. Effectivement, j'entends l'argument d'André. La chasse à l'homme n'est plus... Il n'y a pas eu de chasse à l'homme aux États-Unis. Tous les États sont passés à ce régime. Tous les États des États-Unis. Pas dans un western, mais j'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites. Et parfois, on peut être nuancé. Parfois. Oui. La brigade des protections des mineurs, on l'a découverte hier. Écoutez ce que disait Pascal Garbarini sur ce plateau hier matin. À Paris, Pascal-Pierre Garbarini. À Paris, il existe la BPM, c'est-à-dire la Brigade de protection des mineurs. Oui. D'accord. La Brigade de protection des mineurs, c'est 2000 dossiers par an. 2000. Le service, comment voulez-vous qu'il gère 2000 dossiers par an? C'est impossible. Donc, ils en traitent 40 à 50%. Donc, il y a 1000 dossiers qui passent au travers. Et voilà, donc là encore, on lève le couvercle. Je vais reprendre l'expression du président de la République. Lever le couvercle, elle est peut-être plus élégante qu'ouvrir le capot? Non, c'est pas mal lever le couvercle. On le salue, le président de la République, s'il nous écoute, mais peut-être est-il influencé par nos débats. En revanche, comment ça se passe à l'extérieur de la France, en Angleterre, le recrutement des animateurs du périscolaire? Je vous propose de voir le sujet de Régine Delfour. En matière de recrutement dans le service de la petite enfance, le Royaume-Uni est souvent cité, car le profil du candidat est soumis à un contrôle renforcé, appelé Enhanced DBS Check. C'est un document qui comporte toutes les informations détenues par la police. Les condamnations pénales y sont inscrites, mais aussi toutes les retranscriptions jugées nécessaires en matière de protection de l'enfance, même s'il n'y a pas eu condamnation, ainsi que le contrôle de la Children's Bar List, le fichier national des personnes interdites de travailler avec des mineurs.
Les États-Unis vont plus loin. Après avoir vérifié les antécédents judiciaires et la liste des délinquants sexuels, le candidat doit se soumettre à une prise d'empreinte digitale. L'Espagne, de son côté, exige un certificat spécifique pour les infractions sexuelles. Ce document atteste que la personne n'est pas enregistrée dans le registre central des délinquants sexuels. Au Danemark, il est impossible d'embaucher ou d'employer une personne sans le certificat relatif aux enfants. Il porte sur les infractions sexuelles commises sur des enfants de moins de 15 ans. Il est obligatoire pour les clubs sportifs, les garderies, les écoles et les jardins d'enfants. Alors évidemment, si on met le doigt dans cette américanisation, il y a un téléspectateur à juste titre qui me dit en Floride, il y a même des listes pour les mauvais payeurs de loyer. Et ça les pénalise pour louer. Donc ils mettent un point d'honneur à s'acquitter du loyer et toujours dans le temps. C'est wanted. Hein. Ouais, c'est wanted, c'est exactement ça, c'est les westerns. Après, la question, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a effectivement moins de crimes sexuels aux États-Unis envers les enfants qu'il y en a en Europe C'était un démocrate. Oui, mais j'aimerais savoir est-ce que ça a eu une efficacité. Mais bien sûr. C'est-à-dire que vous pouvez. Mais forcément. Non, mais j'aimerais avoir des statistiques. Oui, mais intéressez-vous sans avoir un biais idéologique. Le problème, si on avait su, par exemple. J'aimerais qu'on ne recrute que des femmes pour s'occuper des enfants. Mais bien sûr, ce serait une solution. Voilà. Je sais que c'est la discrimination, on dira que c'est pas de l'égalité, mais statistiquement, les pédocriminels sont quand même dans leur écrasante majorité des hommes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des femmes, mais vous avez parfaitement raison. Il y a 80%, je crois que c'est des hommes. Donc déjà, si on recrutait que des femmes, on réduirait ce risque. 96. Mais ça, alors vous voyez ce que vous venez de dire. C'est du bon sens. Mais c'est du bon sens. Recrutons des étudiantes, des grands-mères. C'est d'aller chercher cet homme de 44 ans qui était au chômage et qui n'avait pas rien fait de sa vie. On le recrute pour devenir dans le périscolaire parce qu'il a visiblement, il devait être dans une marginalisation, peut-être un emploi précaire. Il n'a pas le bon profil. Mais ce que vous dites. On réduirait les risques quand même. Si, mais ce que vous dites est de bon sens. Moi, pour garder mes enfants en babysitter, je ne prendrai jamais un homme de 44 ans. Voilà. Non, mais vous voyez cette pensée-là. Cette pensée-là, c'est celle qui devrait nous gouverner sur ce sujet, par exemple. Mais on vous dirait que c'est pas légal, que c'est pas. Et mais c'est-à-dire que on devrait recruter les animateurs du périscolaire comme une mère de 30 ans recrute sa babysitter. Bah oui. C'est ça. Et c'est ça qu'un président de la République doit dire. Parce que et là vous faites vous de la politique, parce que vous parlez au plus grand nombre. Je pense que les gens comprennent tout de suite. C'est-à-dire qu'ils ne voudraient pas, effectivement... Vous avez parfaitement raison. Je viens moi-même de me rendre compte que j'ai eu je ne sais combien de jeunes filles au père pendant des années. Jamais j'ai eu un homme et jamais un homme de 45 ans. C'est jamais arrivé. Jamais. Vous ne le recruteriez pas, non ? Exactement. Et c'était des jeunes filles étudiantes, bien sûr. Vous avez parfaitement raison. Mais c'est ça. Et dans le droit, il y a cette expression du bon père de famille. Et bien là, c'est l'expression de la bonne mère de famille. Ben vous avez raison. Voilà. Mais cette pensée-là n'existe hélas pas parmi ceux qui nous gouvernent et c'est dommage. C'est dommage.